Alors, merci beaucoup, Sophie. Je vais maintenant passer la parole à un sujet bien différent. C'est le sujet qui sera présenté par Michel Joguin et Christophe Gerber. Alors, je ne sais pas si vous parlez en même temps, qui commence. Bon, alors, reste que le sujet est lieu de production de la vaisselle céramique et verre. Pourquoi? Parce que Michel, l'archéologue au service d'archéologie du canton de Genève, est une spécialiste fort connue de la céramique médiévale et moderne en Suisse occidentale, puis fort active aussi. Non seulement elle a co-rédigé le chapitre adéquat dans le SPM qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi dans le précédent, et donc une vision assez large de la chose. Et puis Christophe, lui, Christophe Gerber est archéologue au service archéologique du canton de Berne. C'est un petit peu, je me sens très proche de lui, parce que c'est un archéologue du bâti aussi beaucoup, qu'il est très actif dans la région Bienne-Jura-Bernois et qui montre un intérêt très fort pour l'archéologie des sites industriels et proto-industriels. Et c'est à ce titre qu'il a aussi co-rédigé plusieurs passages du SPM qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, alors je vous passe la parole, je ne sais dans quel ordre. Merci. Bon, avec Christophe, on s'est partagé chrétiennement le temps de parole. Donc, je propose de commencer si j'arrive à partager mon écran. Alors, l'exercice de faire une synthèse de la céramique en Suisse entre le 14e et le 19e siècle est plutôt ardu. Comme Gilles signale ce matin pour la maison urbaine, en fait, c'est des sujets qui ont une étendue tellement énorme, vu que l'évolution du vaisselier a été vraiment fulgurante pendant cette période. D'ailleurs, l'étendue du sujet est telle que les céramiques domestiques ont été seulement traitées. On a exclu les céramiques architecturales, la céramique technique ou encore les carreaux de poêle. Les carreaux de poêle ont fait le sujet d'une autre partie de chapitre, mais c'est surtout les poêles. Et on n'a pas eu la chronotypologie comme on a pu l'avoir pour le SPM 7. Donc, même si on se concentre sur les résultats des fouilles archéologiques, il faut se rendre à l'évidence que les études de matériel ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité selon les cantons. Cela était déjà le cas pour la période médiévale étudiée dans le SPM 7 et c'est encore malheureusement vrai pour ce 8e volume. Les périodes récentes ont été la plupart du temps négligées. Ce matériel d'aspect trop moderne, trop semblable à ce que l'on peut voir dans les armoires de nos grands-parents, a semblé sans intérêt pendant des décennies. Les études n'ont donc pas été faites et cette lacune va être difficile à combler pour certaines régions. La carte de Suisse, établie par Andrea Seguet selon les données à disposition en 2019, montre bien le décalage régional. Les cantons de Berne, Zug, Zurich, Schaffhouse et Bâle peuvent se targuer d'études nombreuses qu'on peut considérer comme systématiques pour ce matériel moderne. En effet, Berne affiche 49 études, ce qui est le record de Suisse. On a vu ce matin que c'était la Rolls de Suisse, donc ça se confirme encore une fois. Zug compte à son actif 18 publications, alors que Genève n'en a que 3, et ceci pour comparer deux cantons qui ont une surface territoriale quasi identique. En 2 ans, nous avons doublé les publications, mais le cas genevois reflète bien la situation des cantons qui n'ont pas ou peu étudié ces céramiques modernes par manque de temps ou d'intérêt. Aujourd'hui, la formation de nouveaux spécialistes pour ces périodes modernes est à prendre en considération pour le suivi des études et cela devient la tâche des universités de mettre en avant ce matériel en considérant les périodes les plus récentes aussi comme des périodes archéologiques. Alors, j'espère que vous voyez à peu près ce qu'il en est. Vous les avez en grand dans le livre, ces tableaux par région. Donc, le SPM 8 commence où se termine le SPM 7 en 1350. Donc, il est frappant de voir que pour la partie romande, aucune publication ne reflète cette période, alors que pour le centre de la Suisse, et on voit donc les deux régions vert foncé, vert clair, on arrive à faire une chronotypologie à 25 ans près. Et une fois encore, ce n'est pas parce que le matériel n'existe pas, mais qu'il n'a probablement pas été ni reconnu et certainement pas exploité.
Pour la fin du XIVe siècle et le XVe, les formes, les matériaux restent identiques. On a des marmites, des pichets, des cruches. Les pâtes sont grises ou claires recouvertes de glaçures plombifères. Rien de bien innovant, ce qui contribue certainement au fait qu'on a du mal à faire des distinctions typologiques entre ces deux siècles, en tout cas pour la région genevoise, tout du moins. Le vaisselier a une évolution considérable dès le début du XVIe siècle. En Suisse occidentale, les formes dites ouvertes, qui étaient auparavant fabriquées en bois, sont produites en terre cuite, recouvertes de glaçures et la plupart du temps unies ou décorées simplement. Le bol et l'écuelle sont des formes emblématiques du renouveau du vaisselier. En terre cuite, avant d'être produits plus tard en faïence, ils font partie intégrante du vaisselier commun de toute la maisonnée. Les jattes sont aussi produites en grande quantité et se déclinent dans toutes les tailles. Ces formes sont déjà bien présentes au XIVe siècle dans le nord et l'est du pays et sont même déclinées en plusieurs dimensions, ce que vous pouvez voir sur les images, même si dans la partie centrale de la Suisse, on a quand même quelques lacunes dans la chronologie pour ces formes. On voit très bien que les formes ouvertes dans le côté suisse allemand, côté germanique de la Suisse, et même au Tessin, sont bien présentes. La glaçure avec ou sans engobe devient un élément indispensable, reconnu pour sa qualité imperméable et sa facilité d'entretien. Les coûts de production devaient être moins importants pour qu'elle soit imposée de manière systématique, contrairement à la période médiévale où elle n'était présente que sur la partie extérieure des récipients. Elle avait un but exclusivement décoratif. Pendant le Moyen-Âge, les décorations restaient relativement simples, avec l'apport de bandes d'argile moultées ou moulées. Plus rarement, ces appliques étaient moulées dans une argile plus claire pour donner un effet de couleur sous glaçure, ce que vous pourrez voir si vous rouvrez votre SPM 7 pour une des cruches trouvées à Walbeau et datée de la première moitié du XIVe siècle. Dès le XVIe, une révolution technique arrive avec un instrument, le bas-relais, qui permet d'effectuer des décors sous glaçure plus variés avec une très grande finesse. Et à l'écran, vous avez des exemples genevois que je ne désespère pas de pouvoir publier prochainement. À partir de 1600, la diversité des formes dévolues à la cuisson des aliments semble diminuer assez drastiquement. On a des marmites à fond plat, on a des marmites et des caclons tripodes, ces instruments doivent être remplacés, on le verra certainement plus tard avec le mobilier métallique, sont remplacés par des ustensiles en fer qui sont évidemment plus solides et plus faciles à nettoyer. C'est assez flagrant de voir que pour le Moyen-Âge, on avait plus de la moitié du tableau typochronologique d'éléments de cuisson, alors que là, on a vraiment très peu de choses et que c'est sur la première colonne pratiquement de chaque tableau qui est dédié à l'élément de cuisson. On voit aussi toute l'évolution des autres formes, des jattes, des assiettes, où on commence à avoir vraiment une pléthore de formes différentes. Et c'est là aussi la problématique du matériel, c'est que plus on arrive vers les périodes récentes, et plus le matériel est volumineux, prend de la place, et on en a énormément, ce qui pose aussi un problème de conditionnement et de gestion. Alors malgré tout, dans ce que je vous ai dit sur les éléments de cuisson, on a à Bonfol, dans le Jura, des céramiques culinaires destinées à la cuisson qui continuent à être produites. Elles ont des qualités réfractaires reconnues bien au-delà des frontières cantonales. Ces poteries culinaires jurassiennes vont faire perdurer la production de céramique utilisée sur le foyer pendant tout le XVIIIe et XIXe siècle, en s'exportant sur un territoire étendu. Aucune fouille n'a eu lieu pour étudier les ateliers, mais c'est grâce à un programme d'analyse archéométrique qui a été effectué sur des découvertes archéologiques de Porrentruy que le répertoire des formes a pu être attesté et les analyses sur les terres qui proviennent de la région de Bonfol. Le succès est tel qu'il a suscité des imitations locales qui ont été trouvées à Chafouz, entre autres, mais aussi à Bulle, dont nous reparlerons plus tard.
un type de céramique qui va inonder le marché genevois dès le début du XVIe siècle, avec une apogée dans le courant du XVIIe, XVIIIe siècle. Il s'agit du fameux service vert produit par des ateliers de Mayonna qui sont situés à 130 km de Genève, derrière le Jura français. Les ateliers vont commencer à produire de manière industrielle tous les récipients utiles dans la maisonnée, y compris évidemment le matériel de cuisson avec les marmites et les caclons, en les déclinant avec les mêmes caractéristiques de pâte et de glaçure, à savoir une pâte très blanche, recouverte de glaçure verte qui a des nuances vert amande et vert foncé. On m'a rapporté la présence de quelques tessons qui ont été retrouvés dans le canton de Vaud et même en Valais. Alors, pour la petite histoire des analyses archéométriques, c'est que j'ai été voir les descendants de l'atelier Knecht à Colobret, qui est un atelier qui a produit pendant une bonne centaine d'années, jusqu'en 1984 d'ailleurs. On est un petit peu en dehors de notre temps chronologique du SPM. Mais ce qui est assez amusant, c'est que quand on a discuté de Mayonna, ils m'ont dit « Ah, mais oui, mais nous, je me souviens, le père, le grand-père, il rapportait de la terre de Mayonna et il la mélangeait à celle qu'on avait ici. » Donc, les prochaines analyses archéométriques des terres de céramique, on risque d'avoir quelques surprises sur la provenance et ça va être un petit peu compliqué de pouvoir les identifier selon un atelier bien précis. Dès le début du XVIIIe siècle, il y a des grands changements dans la société privilégiée concernant les manières de table. Tout d'abord, il y a une pièce d'habitation qui est dédiée au repas, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le service de table est composé de multiples pièces qui sont adaptées au type de nourriture servie au cours du repas. Puis, les boissons, comme le thé, le café ou encore le chocolat, consommés par un plus grand nombre, vont contribuer à diversifier les formes et mettre en avant des matières comme la faïence fine et la porcelaine, qui permettent des décors plus sophistiqués et plus diversifiés. La Suisse a des argiles qui conviennent à la production de terre cuite, mais n'a pas les matières premières pour la fabrication, entre autres des grès ou des porcelaines. Et donc, au XIXe siècle, il faudra les importer de France et d'Allemagne à grands frais, ce qui fait que ces récipients resteront quand même dévolus à une certaine catégorie de la société. La faïence fait donc une apparition dans les foyers au début du XIXe siècle. Les manufactures s'installent sur le territoire suisse. Malheureusement, du côté roman, peu de fouilles ont permis de connaître les lieux de production. Et comme Andreas, lors du cours qui a été donné à Zug en avril dernier, a présenté quelques productions suisses allemandes, je vous propose de découvrir les manufactures romandes avec la manufacture du Jura et de Fribourg qui ont livré un matériel issu des rebuts de fabrication. Donc ici, à Cornol, dans le Jura, c'est Ursule Babet qui a étudié et présenté une thèse sur la faïencerie de Cornol et qui a livré un imposant catalogue de formes et de décors. L'activité artisanale de la faïencerie n'était connue que par les sources historiques jusqu'à la découverte fortuite en 2003 d'une tessonnière livrant plus de 100 000 tessons. Cette découverte a permis de caractériser la production de l'atelier qui était jusque-là totalement inconnue. Les marques ou signatures sont la plupart du temps, voire tout le temps, inexistantes au revers des faïences de consommation courante. Deux périodes de production ont été distinguées, la première entre 1760 et 1761, puis la seconde entre 1803 et 1824, qui intervient après une pause dans l'activité de la manufacture. Le corpus de céramique culinaire est composé de 350 formes et de 160 décors, soulignant la variété des productions issues de cette petite manufacture. Les différentes formes sont en majorité des formes d'ustensiles dévolues au service de table, mais aussi à l'hygiène et sont pour la plupart restées sous forme de biscuits. On appelle le biscuit l'état avant la pose de la glaçure. L'assiette est la forme la plus répandue et les plats de service sont de forme identique, simplement de plus grande taille. Les vaisselles comprennent un grand nombre de variantes tournées, moulées, plus ou moins creuses, et certains fragments présentent des motifs en relief moulé, comme vous avez ici, dont les décors sont toujours des motifs végétaux, voire quelques petites colombes sur l'aile de l'assiette. La céramique dévolue à l'hygiène, ici par des terrines,
ovale ou une jardinière qui a une décoration assez particulière comme une sorte de bambou qui était très en vogue dans les manufactures de l'Est de la France à cette époque. Ensuite, on a ici une jardinière, une terrine, pardon, recouverte d'une glaçure blanche. Et ce que Ursule a pu faire, c'est en découvrant un exemplaire exposé au musée de Bâle, a pu attribuer cet exemplaire du musée aux productions de Cornol grâce à la particularité de l'anse qui est vraiment quelque chose de typique des ateliers de Cornol, ici. La céramique dévolue à l'hygiène fait aussi partie du répertoire avec ce magnifique plat à barbe qui pose un petit problème de stylistique puisqu'on a l'impression que le décor qui doit être vu se retrouve dessous et pas dessus, et des pots de chambre. Et pour la céramique domestique, on a aussi ce joli petit bénitier de chevet qui est particulièrement remarquable et qui a été retrouvé parmi d'autres formes comme des vases à fleurs, des bougeoirs, des écritoires. Les motifs principaux ornent généralement les centres des assiettes. On a juste montré quelques petits motifs d'oiseaux. Et on a un monde végétal, évidemment, et ici, ce décor à l'œillet qui était très en vogue à l'époque, dont une assiette ou deux assiettes ont une marque de fabrique, le C, et avec les déchets, les rebuts que Ursule a pu analyser, elle a pu attribuer ces deux assiettes qui sont exposées aussi dans un musée aux ateliers de Cornol. Ici, alors des exemples de tessons où les peintres qui faisaient les décors dans les assiettes s'exerçaient au préalable pour former leur rose, parce qu'une fois qu'on commence à peindre sur un émail, on n'a pas le droit à l'erreur et puis on ne peut pas revenir en arrière. La seconde période de la faïencerie, elle s'appelle faïencerie et poterie de 1822. Ce ne sont pas seulement la faïence, mais aussi des céramiques à glaçure qui sont produites avec une production particulière de glaçure vert turquoise, le fameux vert de mer, qui est assez épaisse et qui recouvre au moins une face des récipients. Il s'agit surtout d'une vaisselle dévolue au service de table ou au jardin avec les pots à fleurs. C'est un revêtement qui reste minoritaire à Cornol, mais assez important parce qu'on est très présent à Bulle, dont on parlera après. Et on a ces fameuses imitations du style Heimberg. Donc Heimberg, une poterie qui vient du canton de Berne. Et elle a retrouvé une soixantaine d'individus qui ont été rejetés dans la tessonnière, dont la couche finale de glaçure manque. Et ce qui est assez intéressant, c'est surtout sur ce tesson où il y a une goutte de verre de mer qui est tombée et qui renforce l'hypothèse d'une production locale et de verre de mer et de Heimberg. Donc, le catalogue d'Ursule qu'Ursule a fait comporte plus de 540 dessins et photos. Donc, j'ai presque honte de faire un bilan de cette faïencerie en quelques minutes et de vous montrer que ce genre de choses. Donc, je peux vous encourager surtout à aller voir sa thèse qui est vraiment extrêmement complète pour les futures fouilles ou découvertes que vous allez faire. À Fribourg, et merci Gilles qui m'a aussi ouvert les portes et montré tout son matériel. On a deux manufactures, il y a la faïencerie et la poterie de Bulle. Donc je vais aujourd'hui faire un peu l'impasse sur la faïencerie parce que j'ai pas le temps de me plonger là-dedans. Et puis comme on vient de voir l'exemple de la faïencerie de Cornol, je pense intéressant de voir un peu ce que la poterie de Bulle a fourni comme matériel. Donc, cet atelier a été découvert fortuitement en 2007. Le caissonnier le plus important couvre toute la durée de vie de l'atelier fondé vers 1765, hormis la dernière période d'exploitation de 1895 à 1898. Gilles a trouvé 300 caisses de tessons
et qui ont été récoltés. C'est plus de 11 000 individus, toutes catégories confondues, 160 formes, en quelque chose d'absolument incroyable à gérer. Et on a aussi la céramique culinaire qui est dédiée à la préparation, consommation des repas, utilitaires, domestiques, servant au fonctionnement de la maison, avec un très très grand nombre de décors différents et un très grand nombre de techniques. Les céramiques culinaires compatibles avec un foyer imitent des productions de Beaufol, comme vous avez ici à gauche de l'écran, qui sont produites en faible quantité, mais certainement durant une période limitée entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Peu de fragments sont restés sous forme de biscuits à bulles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de glaçure, à part cette tasse qui a cette estampille à bulles et qui a vraiment marqué l'importance de cette production, puisque c'était une marque qui était inconnue auparavant et qui atteste vraiment de la production dans ces ateliers. La majorité du matériel est décoré avec des glaçures monochromes diverses. Toutes ces formes sont destinées au service ou à la consommation des aliments et des boissons. On a des assiettes, assiettes calottes, des terrines, des couverts, des cruches, des bols à oreilles, des tasses, des soucoupes, etc. Le fameux verre de mer qui a été appliqué sur un grand nombre d'individus et de formes différentes. Les céramiques de stockage sont à l'honneur avec des pots à provision. Et ces grands pots qui ont été utilisés avant glaçage d'ailleurs comme canalisation. On a cassé le fond et puis on les a mis les uns derrière les autres pour les transformer en canalisation. Ici, un pot très intéressant puisqu'il a une forme très particulière qui pourrait être d'ailleurs un pot de potier qui a une marque de 1763 qui montre bien l'utilisation encore du verre de mer dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. À noter que le verre de mer est totalement absent du corpus genevois qui est connu à l'heure actuelle. Le décor moucheté et le décor tacheté, c'est grâce à Gilles que j'ai connu la différence entre ces deux types de décors. On a pléthore de couleurs et cette couleur un peu brune et jaune qui apparemment ferait référence à de l'écaille de tortue, qui était une matière extrêmement prisée dans le courant du XVI et XVIIe siècle. L'omniprésence de ces décors tachetés dans le dépotoir ainsi que de quelques assiettes moulées de faïence du XVIIIe siècle suggère qu'ils ont été produits dans toute la période d'activité de l'atelier. Les céramiques à décors sous glaçure, on a aussi des datations sur ces décors, ce qui rend aussi la tâche plus facile quand on a des dates. Mais on voit aussi des couleurs assez semblables selon les décors. On n'a pas un panel très étendu. Le service de table est bien représenté. On a des assiettes, des grandes assiettes aussi qui peuvent atteindre les 45 cm de diamètre. Et puis à Bulle, on a aussi une petite production de faïence. C'est des décors mouchetés sur des fonds bleus, assez particuliers d'ailleurs. Et on a une assiette calotte et on a aussi une tasse avec cette fameuse marque marquée à Bulle. Alors, j'ai quand même fait un slide sur la faïencerie de Fribourg parce qu'elle est quand même très connue et puis pour montrer juste un peu le type de décor qui a été produit dans cette faïencerie, mais j'ai pas le temps d'aller plus loin. Et quand même pour parler un petit peu de ma paroisse genevoise, donc la sensibilisation pour ce type de matériel est en marche depuis un petit moment. On récupère, on étudie maintenant systématiquement. Et les dernières découvertes qui sont hyper intéressantes, c'est ici, cette marque de Bellon, parce que Bellon, c'est une faïencerie à Carouge, et c'est la première fois que je peux mettre en relation un fragment trouvé en fouille avec un atelier genevois, enfin même carougeois, mais quand même du canton de Genève. Jusqu'au milieu du 19e siècle, donc, on remarque quand même que ce sont les terres cuites produites localement qui dominent le marché. Le nombre de formes de décors devient exponentiel quand on atteint le 18 et le 19e siècle et l'arrivée de la faïence fine et de la porcelaine va contribuer à cette grande diversification. Les productions deviennent de plus en plus industrielles et inondent un marché en pleine expansion. Alors,
parce que ces récipients sont trop proches de nous, on pense qu'on sait tout de leur utilisation, de leur production, mais l'identification de leur lieu de production est encore bien souvent difficile. La plupart du temps, les ateliers ne sont pas connus ou difficilement identifiables, et s'ils le sont, il n'y a pas de catalogue exhaustif des formes produites. Et encore une fois, pour la manufacture Knecht, même si elle est un peu plus récente, on a un pseudo-catalogue, mais on n'a absolument pas l'exhaustivité de toutes les formes qu'ils ont pu produire pendant toute l'activité de l'atelier. Pour la région genevoise, on connaît l'existence aussi de manufactures prestigieuses, que ce soit un petit peu plus loin, déjà sur le canton de Vaud à Nyon ou à Carouge, dont certaines pièces se retrouvent dans les musées, pièces majeures montrant le savoir-faire des artisans. L'archéologie met en évidence les récipients du quotidien des gens qui sont loin de ressembler à celles des musées. Ces pièces sont le plus souvent unies, blanches, sans marque particulière, et il est bien compliqué de les attribuer à une manufacture précise. Le céramologue a alors la tâche complexe de recréer le lien entre le récipient du quotidien et les œuvres d'art. Et je vous remercie pour votre attention.